Et nous allons donc démarrer une nouvelle table ronde qui, cette fois-ci, va être consacrée aux entrepreneurs français à l'étranger, à l'entrepreneuriat. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Hugues Le Cardinal, qui, Hugues, vous l'avez peut-être vu si vous étiez là depuis ce matin dans une vidéo, s'est présenté. Il est notre tête de liste et notre candidat à Milan, en Italie du Nord. Et donc, nous allons ensemble, je crois que Hugues, je vais te passer la main et voir comment nous allons traiter ce sujet que j'ai eu dans le radar dès ma prise de fonction en 2017, que sont nos entrepreneurs français à l'étranger. Qui sont-ils? Et je te passe la parole, Hugues. Merci Anne. Donc, dans le cadre de l'égalité homme-femme, je vais laisser Patricia introduire le sujet. Merci Hugues, merci Anne. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, suivant le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, parce que je sais que vous êtes un petit peu éparpillés partout dans le monde. Alors moi, je suis Patricia Connell, candidate En Marche pour la 2e circonscription du Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Alors, pour faire simple, on pourrait dire aussi Royaume-Uni ou Écosse, mais ce sera peut-être un petit peu plus moins diplomatique, on va dire. Notre liste s'appelle En Marche Ensemble et j'ai la chance d'avoir 25 colistiers qui sont engagés et à l'écoute des Français du Royaume-Uni. Notre point commun, une volonté profonde de faire changer les choses. Alors pour ma part, je suis déléguée consulaire sortante et je vis au Royaume-Uni depuis presque 40 ans. Je suis entrepreneur dans le secteur des médias et de l'événementiel, dont le dessein est vraiment de promouvoir la France au Royaume-Uni, c'est-à-dire les produits, la culture, le savoir-faire et la manière de vivre à la française. Alors, on parle du petit boulanger, la grosse entreprise de construction, vraiment avec tout un petit peu et n'importe quoi. Je suis également mentor de start-up, notamment d'entreprises françaises existantes comme une compagnie que j'ai aidée il y a quelques années de ça qui s'appelle Animaux, qui était une société de gardiennage d'animaux domestiques et qui a voulu ouvrir une succursale au Royaume-Uni il y a de cela quelques années. Et tout bonnement, enfin, de créer une entreprise en Angleterre. C'est d'ailleurs un exercice extrêmement passionnant d'aider ce type de business à venir justement, pas s'expatrier, mais au contraire, créer autre chose et développer son entreprise. Alors, pour moi, ma première start-up, je l'ai créée il y a 20 ans de cela et j'ai gardé mon âme d'entrepreneur et je considère toujours que d'une certaine manière, une fois qu'on est entrepreneur, on l'est pour la vie. Aujourd'hui, je regarde pour la première fois, enfin, j'ai regardé pour la première fois ce qu'était la définition d'un entrepreneur et j'ai découvert que c'était une personne à l'origine de la création d'une activité économique, dans la plupart des cas, alors ce qu'on appelle ex nihilo, c'est-à-dire qui commence de rien, qui ne part de rien. Je trouve cela assez surprenant, car étant passé par là moi-même, la définition d'un entrepreneur que j'ai, c'est qu'en fait, un entrepreneur a une vision, il est prêt à prendre tous les risques, et parfois des risques assez incroyables, et j'entends des risques à tout niveau, c'est-à-dire travail, famille, finances, et j'en passe pour aller jusqu'au bout de sa vision. Alors souvent, les entrepreneurs que je rencontre me disent qu'ils en sont à leur 5e ou 6e business, parfois plus, et qu'ils continuent d'y croire et d'avoir de nouvelles idées. Seulement voilà, souvent, ils se sentent aussi, alors surtout les entrepreneurs français qui sont au Royaume-Uni, me disent on n'a aucun soutien, on a l'impression que justement la France ne nous considère pas comme des entrepreneurs à part entière et que nous ne participons pas à la gloire de la France ou à son image. Et je ne sais pas ce que toi tu en penses, Anne, mais en fait, tu as toi-même été entrepreneur puisque tu as créé une entreprise en 2009 donc, qui était basée à Singapour. Et je pense que tu t'es servi de cette expérience pour justement présenter un projet qui était assez intéressant, qui s'appelle France Impact. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Merci beaucoup, Patricia. Alors, en effet, donc moi, je suis à Singapour depuis 2005 et pendant toutes ces années avant de partir vers d'autres cieux qu'est la fonction de la mission de député,
j'ai été très frappée par le fait que nous avions énormément de talents français, comme tu l'as souligné, Patricia, qui ont monté une activité économique à l'étranger. Certains, effectivement, en tombant plusieurs fois, en se relevant à chaque fois, en recommençant. Je suis très admirative d'ailleurs de ces parcours absolument incroyables. Et je me suis très vite posé la question qui est de dire, mais finalement, ces Français-là, ils sont tout seuls, ils montent des trucs incroyables. Il y a deux choses qui m'avaient frappée. La première, c'est que ceux qui repartaient en France, pour des raisons diverses, parfois personnelles, familiales, leur expérience d'entrepreneur à l'étranger n'était pas forcément prise en compte au retour en France. Donc déjà ça, c'était un point qui me chagrinait un peu. Et puis le deuxième point, c'est que sur place, dans leur pays de résidence, en fait, ces entrepreneurs français à l'étranger étaient indifféremment dans le radar, je dirais, de nos équipes qui s'occupent de l'action économique au sens très large de la France dans le monde. Et je me suis souvent posé la question pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire? Faut-il les aider et qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis là-dessus, la crise Covid est arrivée et beaucoup de ces entrepreneurs se sont retrouvés en situation extrêmement difficile, perdant une partie de leur activité, et certains ont demandé que la France puisse les aider, avec un retour qui était inégal, voire inexistant. La question qui s'est posée en fait à ce moment-là, c'est mais qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur français à l'étranger? Un gars qui monte une boîte en Grande-Bretagne, qui est français et qui, dans le droit britannique, monte une société, finalement, ok, il est français, mais ce qu'il fait, est-ce que ça a un rapport avec sa culture, son parcours, son histoire? Est-ce que ça fait rayonner la France ou pas? Est-ce que ça a un impact positif, j'entends, sur notre commerce extérieur, sur d'autres projets que la France pourrait développer après, sur la marque, sur l'image de la France ou pas? Je vais donner un exemple. Aux Philippines, j'avais réuni des entrepreneurs français des Philippines, et la Philippine, c'est un des pays de ma circonscription, et il y a un de ces entrepreneurs qui, lui, était importateur aux Philippines de matériel électrique fabriqué en France. Alors là, on voit tout de suite l'apport pour notre commerce extérieur. Il va chercher des produits made in France, donc des produits qui créent de la valeur en France, qui créent de l'emploi en France. Il les importe aux Philippines, qui du coup ont une image très positive. Ce matériel, il est français, donc tiens, le matériel français, très bien, et qui vont donc être une source d'intérêt et peut-être de demandes supplémentaires. On voit tout de suite l'intérêt de cet entrepreneur. Et puis à côté de ça, dans la même table ronde, il y en avait un autre qui lui avait mis au point, développé, créé une société qui louait des bateaux de luxe et des hélicoptères, des voyages en hélicoptère à des clients extrêmement fortunés. Et lui, très sympa, me disant, vous savez, moi, j'ai un passeport français, mais mon passeport, il pourrait être mexicain ou tout ce que vous voulez. Ça ne changerait rien du tout à mon business. Et la France, ça ne changerait rien non plus pour elle. Donc, il m'a dit, je suis venu pour témoigner de ce que je suis, mais moi, je n'ai aucune raison de demander quoi que ce soit à la France, je ne lui apporte rien. Et il avait raison dans le fond. Donc c'est de là qu'est née l'idée de me dire, attention à la faveur de cette crise, ou à cause de cette crise plutôt, là on a actuellement des personnes comme l'entrepreneur dont je parlais là, qui importent aux Philippines des produits français, s'ils sont mis en difficulté, c'est toute une chaîne de valeur qu'on met en difficulté derrière. Parce que changer de distributeur ou d'importateur aux Philippines, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Pas du tout. Pourquoi est-ce que ces entreprises philippines sont allées chercher une entreprise française? Elles avaient des raisons d'apprécier ce matériel électrique. Si elles continuent à l'apprécier, pourquoi passer par quelqu'un qui ne connaîtrait pas les produits français, qui peut-être ne connaîtrait pas la langue française, ne connaîtrait pas la réglementation française à l'exportation? Donc, c'est pas imaginable. Donc, je me suis tout de suite dit, oulala, mais toutes ces personnes, il faut absolument les préserver. Sinon, nous risquons en tout cas, perdre, je ne sais pas, mais fragiliser notre chaîne de l'export. Et n'oublions pas que l'export français, si on a des gros leaders, que sont les Thales, les Bouygues, les Veolia, le Total, enfin tous ces gens-là, d'accord, Airbus bien évidemment, mais après, l'essentiel, en tout cas en nombre d'entreprises, peut-être pas en montant exporté, mais en nombre d'entreprises, ce sont des PME. Ce sont des PME. Donc, je me suis rendu compte que finalement, on avait là, à l'étranger, des entrepreneurs qui avaient créé une structure de droit local qui se retrouvent être le dernier maillon essentiel de toute une chaîne de valeur. Donc, c'est à partir de là, avec ce discours-là, que j'ai pu commencer à sensibiliser nos responsables en France, au ministère des Finances, au ministère des Affaires étrangères, pour leur dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse couler et on fragilise toute notre chaîne, ou on essaie de faire quelque chose? Et donc là est apparu
la question, ah oui, mais et c'est en discutant notamment avec des représentants de la Banque publique d'investissement, BPI France, qui pourraient être susceptibles d'octroyer des prêts ou des projets financiers pour les aider, pour les soutenir. Ils m'ont dit, bah oui, mais nous, une entreprise française telle que vous la définissez, comment je peux identifier ce dernier maillon d'une chaîne de valeur? Moi, je ne sais pas forcément faire. Moi, je suis quelqu'un qui donne des financements. Donc, moi, j'ai un raisonnement simple. Entreprise de droit local, je n'ai pas la main sur ses comptes, je ne sais pas qui ils sont, c'est non. Je ne ferai pas de prêt. Donc, à partir de ce moment-là, en avançant dans la réflexion, avec l'aide des conseillers du commerce extérieur, donc la réflexion de la BPI, des chambres de commerce à l'international également, nous avons donc monté sur le modèle de ce qui se fait dans les entreprises du patrimoine vivant. J'ai proposé que soit créé un label que j'appelle France Impact, qui permet d'identifier ces entreprises qui, de droit étranger, sont le dernier maillon d'une chaîne de valeur. Et ce label France Impact, j'en ai fait une proposition de loi que j'ai déposée sur le bureau de l'Assemblée, qui a retenu l'attention de beaucoup d'acteurs, et y compris le ministère des Finances, qui au début, quand je suis allée les voir, m'ont dit « Ah non, mais attendez, si vous me proposez un truc pour vous donner, pour nous demander de l'argent, c'est non. Vous savez, Bercy, c'est le ministère des Finances, on ne donne jamais d'argent. On a toujours très peur d'en donner. » Et là, je suis revenue avec « Non, non, je ne vous demande pas d'argent. Je vous propose un outil pour les identifier après. Chaque acteur en fait ce qu'il veut. » La BPI m'a dit que ça l'intéressait de pouvoir les identifier. Et j'imagine que d'autres structures au sein de la Team France Export, Business France, les chambres de commerce en France, les conseils du commerce extérieur, etc., seront tous intéressés, les CCE me l'ont dit, par comment je peux identifier cette chaîne de valeur. J'ajouterai à ça, là je parlais du dernier maillon d'une chaîne de valeur, ça peut être aussi le premier maillon d'une chaîne d'attractivité. Et là, je suis très vigilante parce qu'on peut avoir aussi des entreprises dont on a l'impression qu'elles ne créent aucune valeur directe pour la France, parce qu'au début, il n'y a pas d'emploi en France. Mais quand vous incarnez la marque France, que vous donnez envie de France, que vous donnez le goût de France, que vous vendez cette image de la France, derrière, ce sont peut-être des investisseurs potentiels qui se disent « Ah ouais, quand même, il y a peut-être des trucs pas mal en France, et pourquoi je n'irais pas m'installer en France ?» Là, j'ai discuté récemment avec un investisseur, un groupe qui a 2 investisseurs et qui ont un projet industriel dans le transport maritime, et ils cherchaient un endroit où poser leur projet. Il y avait plusieurs pays qui étaient identifiés dans le monde, dont la France. Eh bien, c'est parce que l'un des deux avait un goût de France, connaissait la France, était intéressé par ce que la France pouvait proposer, qu'ils sont partis explorer ce qui se passait en France. Et maintenant, ça y est, c'est fait, le projet est parti. C'est un énorme projet industriel, il y a 3000 emplois à la clé derrière. Il va s'installer en France. Vous voyez que là, on avait quelqu'un qui, au départ, n'était pas forcément identifié, mais là, on avait un Français dans le board, dans le conseil d'administration, et là, c'est comme ça qu'on peut identifier quelqu'un qui aurait pu avoir ce label France Impact, être identifié comme tel, et donc être plus vite repéré par Business France, en l'occurrence, c'est le cas maintenant, ou d'autres structures. Donc voilà à quoi peut servir ce label France Impact. Ce n'est pas pour demander de l'argent, parce que, je vais être très claire, on a notamment d'autres, je pense aux Républicains au Sénat, qui proposent notamment, qui pleurent dans tous les sens, il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Bah oui, mais on donne de l'argent à qui et pour quelle raison? On croit que le contribuable français va être content comme ça qu'on aille aider un entrepreneur, celui qui fait de la location d'hélicoptères et de bateaux de luxe aux Philippines. Je ne suis pas sûre que le contribuable français, qui supporte d'ailleurs beaucoup de prélèvements obligatoires, qui soit très, très ravi qu'on aille aider et donner de l'argent à ce type d'entrepreneur. Il n'en a pas forcément envie. Donc, soyons très clairs. Et moi, il faut que je puisse vendre mon projet, vendre entre guillemets, à mes collègues députés, parce que j'aurais besoin de leur soutien pour voter ma proposition de loi. Et si je leur dis, ouais, c'est un truc là, qui va aller donner de l'argent aux entrepreneurs à l'étranger, ils me diront, va te faire voir, pas question, l'argent du contribuable, on en a trop besoin en France, on ne va pas aller aider une économie étrangère. Ton gars, il a beau être français, il travaille pour les Philippines, pourquoi moi j'irais, avec l'argent des contribuables français, aider l'économie des Philippines? Ben, il a raison. Donc voilà, donc l'idée, c'est un label qui permet d'identifier. Après, chaque acteur s'en servira comme il le voudra pour éventuellement apporter une subvention, un prêt, une visibilité, une communication, peu importe. La façon d'utiliser, chaque acteur s'en saisira comme il le veut. Pour commencer, il fallait déjà un outil. Je suis désolée, j'ai été un peu longue, mais je suis passionnée.
Merci Anne, je pense que c'est une très très bonne initiative. Je vais répondre à une question qui a été posée sur le chat entre la start-up et l'entrepreneur. Donc je m'appelle Hugues Le Cardinal, je suis un Français de l'étranger installé en Italie depuis bientôt 10 ans. Mon épouse est italienne, nous avons 3 enfants. Je suis entrepreneur. Donc, je suis ancien fonctionnaire. J'ai créé une entreprise qui a un peu plus de 10 ans maintenant, et nous sommes 4 salariés, tous français. Et on est 2 à Milan et 2 en France. Voilà. Je suis membre de la Chambre de commerce française en Italie depuis presque 10 ans. J'ai été membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce entre 2016 et 2020. Et en fait, j'ai démissionné de ce conseil d'administration quand je me suis engagé très fortement politiquement avec la République en marche, parce que je pense que c'est un peu incohérent d'être un personnage politique et un personnage de la Chambre de commerce. Euh, voilà, je suis tête de liste dans la deuxième circonscription d'Italie, l'Italie du Nord. Je suis entouré d'une équipe fantastique et j'espère que, comme beaucoup d'entre nous, ça sera couronné de succès. Donc, cette question start-up entreprise, c'est une question qu'on a souvent. Ici, à Milan, je suis aussi animateur d'un club de micro-entrepreneurs français. Et on a eu ce problème puisque la start-up, c'est le mot qui fait un peu rêver, etc. Il y a beaucoup d'initiatives pour les start-up et on oublie les petites entreprises. Nous, on s'est retrouvés avec une dirigeante de petite entreprise aussi dans une situation un jour où il y avait une initiative locale ici, mais en fait, nous, comme nos boîtes avaient plus de 5 ans, on n'était pas des startups, on n'y avait pas droit. Pour moi, c'est la différence entre le start-up et l'entreprise normale, si je puis dire. Hein, c'est un peu le sens de la question qu'on voit sur le chat. C'est ce niveau de risque et cet objectif. Quand on parle start-up, effectivement, on pense aux grandes réussites. Donc, dans la question, on cite Blablacar. Je pense qu'il faut aider tous les porteurs de projets. C'est ce qu'on fait nous ici. Après, chaque porteur de projet a sa stratégie. Il y a des porteurs de projets qui souhaitent avoir beaucoup de clients, prendre une place, grossir, faire entrer des investisseurs et après vendre leur boîte. Il y a d'autres porteurs de projets qui souhaitent créer leur activité sur un mode plus progressif ou rester petit. Je crois que chaque porteur de projet a sa stratégie et doit être accompagné. Et en tant que conseiller des Français de l'étranger demain, notre objectif avec mon équipe, et je pense que ça va être un peu partout pareil, ce qu'il faut, c'est coordonner déjà ce qui existe, utiliser les outils. Les labels sont utiles, effectivement, et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc, séparer la start-up de l'entreprise, oui, de fait, puisque ce sont des modèles avec pas les mêmes objectifs. Voilà ce que je pourrais dire sur ce point. Alors moi, j'ai une question pour vous, enfin à tous les deux. Je sais que par exemple au Royaume-Uni, souvent on critique beaucoup Business France, un peu moins la chambre de commerce, mais on pense souvent qu'il y a trop d'intervenants. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Hugues, qui commence? C'est peut-être toi qui les vois le plus souvent? Écoute, c'est une question compliquée. Moi, je crois on a la chance en tant que Français d'avoir un État qui investit. À Milan, il y a plusieurs structures étatiques. Donc, il y a Business France tourné vers les entreprises. Il y a Atout France qui, à l'inverse, essaie d'attirer les entrepreneurs italiens en France et les touristes italiens en France. Tout ça sont des choses qui ont le mérite d'exister. Ce que j'ai pu constater, moi, de mon expérience personnelle et de celle de notre club de micro-entrepreneurs Square, c'est que ça manque parfois de coordination, effectivement, entre Business France et la Chambre de commerce. Et puis, à notre sens, ça manque aussi de choses pour les porteurs de projets et les toutes petites structures.
voilà, maintenant, je dirais que ça a le mérite d'exister. Clairement, nous, dans les objectifs avec mon équipe ici, c'est d'améliorer la coordination. Utiliser les outils, les gens en place qui ont du savoir, qui ont de l'expérience, et améliorer la coordination de façon à ce que les diverses entités ne soient pas en concurrence, mais travaillent la main dans la main. Anne, je ne sais pas ce que tu en penses de ton expérience. Alors, oui, tout à fait. Je crois que nous avons la chance d'avoir une structure de type Business France qui existe et qui peut accompagner nos entreprises qui veulent se projeter à l'international. Maintenant, dans mes différents déplacements, j'ai pu observer schématiquement deux situations. Il y a des très grands pays dans lesquels, finalement, en fonction, je dirais, de la taille du pays, la taille du marché, pour nos entreprises, Business France ne va pas forcément intervenir de la même façon. Il y a des endroits, des pays dans lesquels ils vont intervenir plutôt pour accompagner des entreprises, rarement les très grandes entreprises, qui n'ont pas besoin d'une structure comme Business France pour les accompagner, les grandes entreprises que j'ai citées tout à l'heure. Les entreprises de taille intermédiaire, en fonction du pays, dans un pays un petit peu plus difficile, dont le marché est un peu plus difficile à aborder, Business France peut être présent à leur côté. Dans d'autres pays, ça sera plutôt des entreprises de type PME. Ça va vraiment, encore une fois, dépendre et de la taille du pays et de la taille du marché. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que nous avons développé un modèle pour Business France, qui est que Business France reçoit une partie de son financement par l'État français et une autre partie de son financement par les services qu'ils vendent aux entreprises. Et d'ailleurs, actuellement, la part des subventions de l'État tend à diminuer, ce qui est un peu paradoxal. Je le dis comme législateur qui a voté le budget, mais nous n'avons pas réussi à rééquilibrer. Et en même temps, au moment où ça s'est présenté, je me suis posé la question de savoir, mais quel est le bon modèle pour finalement aider nos entreprises à se projeter? On voit que le déficit commercial de la France reste extrêmement important et donc projeter nos entreprises à l'international reste un défi pour la France. Rien encore n'est complètement maîtrisé, loin s'en faut. Et là, c'est là que les conseillers des Français à l'étranger peuvent être extrêmement intéressants. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est pouvoir identifier sur place un marché, même si nous avons des acteurs localement, une mission économique, oui, mais parfois, ces gens-là, dans nos ambassades, ont eux aussi, figurez-vous, 24 heures dans une journée. Et ils ont aussi 365 jours par an. Donc, à un moment, dans des pays un peu plus grands, dans des marchés un peu plus compliqués, avoir des conseillers des Français à l'étranger qui vont peut-être connaître un marché de niche, un secteur particulier, une géographie particulière, ça peut être en complément des dispositifs existants un atout formidable. La deuxième approche, c'est que les conseillers des Français à l'étranger peuvent également observer ce qui se fait dans leur pays et dire, tiens, mais finalement, l'accompagnement des entreprises dans ce pays, ah oui, il y a tel dispositif qui est pas mal, peut-être qu'on pourrait s'en inspirer. Ah non, mais ça, c'est pas applicable chez nous. Ça, oui, ce regard critique et intéressant de ce qui peut se passer à l'étranger peut nous être extrêmement utile. C'est comme ça, par exemple, que moi, en discutant, j'ai découvert, je ne sais pas si Thomas Vulin, notre tête de liste en Irlande, est présent sur le chat. Peut-être que Patricia, toi, tu es au courant. Mais j'ai appris que le dispositif mis en place en Irlande pour l'accompagnement de leurs entreprises est tout à fait différent du nôtre, puisqu'il est entièrement financé par l'État irlandais, avec des contreparties des entreprises qui, d'abord, au départ, sont extrêmement sélectionnées de façon très, très rigoureuse pour être sûres qu'elles ont un profil capable de partir à l'international. Ce n'est pas donné à toutes les entreprises du tout. Certaines peuvent, d'autres pas. Certaines pourraient, mais ne sont pas forcément préparées. Donc, il y a un temps de préparation pour les aider. Et puis, la contrepartie, c'est de leur dire, OK, nous, État irlandais, on va vous aider à partir à l'international, mais en contrepartie, ce qu'on vous demande, c'est qu'ici, en Irlande, vous soyez capable de créer de l'emploi. C'est ça, finalement, le retour que les entreprises vont faire à l'État irlandais. J'ai trouvé ce modèle assez intéressant. Est-il transposable chez nous? Je ne sais pas. Mais je trouve que la réflexion, et quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça intéressant en me disant, tiens, on peut peut-être réfléchir à un moment où les subventions données à Business France diminuent, où on leur demande de plus en plus d'aller chercher des fonds par elles-mêmes en vendant des services. Je me pose la question, est-ce qu'en vendant des services, le risque n'est pas qu'elles vendent des services à des entreprises non préparées? Je ne sais pas répondre à cette question, mais je me dis que peut-être, le risque existe. Voilà ce que je voulais apporter, verser au débat que tu soulevais, Patricia. Merci Anne, merci Hugues. Hugues, tu veux rajouter quelque chose ou
Effectivement, c'est un petit problème, cette activité de Business France. En fait, on a voulu diminuer le coût de la structure pour l'État français. Donc, Business France vend des services, mais la Chambre de commerce, qui est une association de 1901, a besoin aussi de vendre des services pour équilibrer son budget. Donc, on se retrouve parfois dans une concurrence qui n'est pas fantastique. Il faudra vraiment bien réfléchir à ça. Il y avait eu quand même une décision pour faire en sorte que dans certains pays, il y ait soit l'un, soit l'autre. Il y a encore plein d'endroits où les deux structures coexistent. C'est le cas à Londres, hein, aussi, Patricia. Oui, tout à fait. Je disais en réunion de préparation. Donc, je pense que c'est une petite difficulté. On pourrait peut-être enchaîner sur une question qu'avaient posée nos dynamiques JAM sur les VIE. Je pense qu'il faut en dire un mot. Donc, le VIE, c'est le volontariat à l'international en entreprise. Et puis, il y a aussi le VIE, VIA, le volontariat international en administration qui existe. Ce sont des dispositifs qui permettent à des jeunes de 18 à 28 ans d'avoir un contrat assez favorable pour 6 à 24 mois à l'étranger, donc de faire une expérience à l'étranger. Souvent, les gens sont enthousiastes. Une bonne partie des VIE sont employés par les entreprises qui les accueillent. Hein. Donc, c'est un dispositif qui marche. Et la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'il va être possible pour des entreprises qui ne sont pas de droit français d'avoir des VIE. Est-ce que tu veux commenter ça, Anne ou Patricia ? Alors, oui, en effet, Hugues, il y a un dispositif parce que quand j'ai parlé tout à l'heure des entrepreneurs français à l'étranger, on sait qu'aujourd'hui, le dispositif VIE est un dispositif exceptionnel, même si en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'on a des VIE qui ne peuvent pas partir. Si je pense par exemple à mon pays de résidence, Singapour. Singapour a fermé ses frontières hermétiquement les ferme hermétiquement à partir de ce soir minuit. Et les VIE qui devaient prendre leur poste à partir de ce soir, c'est terminé. Ils ne peuvent plus rentrer sur le territoire singapourien, même avec une période de quarantaine. Et ça c'est prévu pour durer au moins jusqu'à fin 2022. Donc, on voit là que nos VIE qui étaient prévus, c'est un pays sur lequel on a plus de 200 VIE. Ça va être une grosse difficulté. Donc, les VIE, une opportunité extraordinaire, ou VIA d'ailleurs, pour pouvoir avoir une première expérience à l'international, sachant que les VIE, on peut avoir un poste à l'étranger, dans une entreprise, dans la filiale française d'une entreprise, la filiale à l'étranger d'une entreprise française, ça va y arriver, ou bien on peut également avoir un poste en France, au sein d'une entreprise qui a un département international et qui veut développer son département. Les deux sont possibles. Et puis en administration, on trouve beaucoup de VIA dans nos alliances françaises, nos instituts, nos consulats et ambassades. Là aussi, une expérience formidable. J'y mettrai un petit bémol. Je trouve que pour ces jeunes, c'est une expérience extraordinaire. Je souhaiterais qu'on soit vigilant à ce que ce ne soit pas une façon déguisée de remplacer des postes qu'on supprime par ce type de profil. Voilà, c'est ma vigilance et je l'ai déjà exprimée au sein de la Commission des affaires étrangères dans les rapports que j'ai remis au moment de la loi de finances. C'est mon point de vigilance. Mais on voit bien que ce dont je parlais tout à l'heure, les entrepreneurs français à l'étranger, les entreprises de droit local, elles, l'accès au VIE, c'est absolument impossible. Et à cause de la crise économique et des difficultés que rencontraient certaines de nos entreprises, et puis parfois le besoin d'avoir ce contact avec un jeune qui serait formé dans notre système éducatif, qui aurait donc nos modes de pensée, nos modes de raisonnement, notre langue, eh bien, le bureau de Paris des chambres de commerce à l'international et les conseillers du commerce extérieur ont créé une structure à partir de laquelle cette structure, elle est capable de recevoir des VIE qu'elle déploie dans des entreprises fondées par des Français à l'étranger. Et ça, c'est tout nouveau. Ça permet d'étendre ce dispositif des VIE à des entreprises dirigées ou fondées par un Français à l'étranger. Ça, c'est vraiment une grande avancée. C'est quelque chose qui n'avait jamais eu lieu jusqu'à présent. Moi, je suis très, très contente de voir que ces entreprises françaises de droit local pourront avoir accès à nos jeunes, à nos talents, pour pouvoir se développer avec toujours ce besoin souvent d'une fibre française pour pouvoir vraiment se développer. Donc, une innovation qui est tout à fait formidable à mon sens. Voilà ce que je voulais ajouter sur le dispositif VIE, dont je rappelle que les charges sont prises en charge par l'État français
et ça se compose, ils ont un salaire, enfin une indemnité, plus une indemnité de résidence. Donc, c'est vraiment une occasion extraordinaire. Normalement, c'est aussi le tremplin pour pouvoir par la suite être embauché par l'entreprise. Mais là, attention, ça peut dépendre des pays. Je sais que notamment, je ne sais pas si on a des gens qui sont aux États-Unis et présents là sur ce webinaire. Je sais que les États-Unis, peut-être pas tous les États américains, en tout cas certains États américains, je sais que pour New York, c'est le cas, interdit qu'un VIE puisse convertir, au bout d'1 an ou 2 ans, son VIE, soit converti en emploi sur place sur le territoire américain. Donc voilà, il peut y avoir cette difficulté. Mais théoriquement, c'est l'objectif d'un VIE, pouvoir accumuler de l'expérience et la rendre à l'entreprise qui nous a reçus pendant 1 an à 2 ans. Alors moi, je peux rajouter quelque chose justement à ce sujet, puisque à cause du Brexit, nous avons un énorme problème au Royaume-Uni. Les stagiaires et les VIE que par le passé nous aurions pu recevoir, de par le fait que maintenant il faudra un visa pour pouvoir travailler au Royaume-Uni, même en étant stagiaire, pose un réel problème aux entreprises. J'en parlais justement avec le consul il y a quelques semaines de cela. Ce sont plus de 20 000 postes de stagiaires qui sont dans la balance. Et c'est pour les entreprises françaises, parce que notamment c'était en général les entreprises françaises qui recrutaient des jeunes stagiaires qui venaient à la fois avoir gagner une certaine connaissance, mais aussi apprendre l'anglais. Pour eux, c'est une vraie perte et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on voie assez rapidement parce que justement, nous avons besoin d'aide à ce sujet. Alors, j'ai oublié une chose très importante. Merci Patricia pour ces précisions sur les VIE. Parce que je vois dans le chat, là, quelqu'un signale la situation au Luxembourg, où une grosse entreprise financière française est un grand pourvoyeur de VIE. Je reconnais que le VIE est une opportunité extraordinaire pour un jeune de développer une expérience à l'international. Et ça, tant mieux, c'est tout bénéfice. Pour peu que ce soit un jeune qui avant ait fait un Erasmus, on trouve là, au bout du compte, des talents qui ont une ouverture d'esprit et des compétences formidables. Je voudrais mettre une petite nuance à ça, c'est que c'est d'ailleurs dit juste après, Laure qui dit les VIE dans les grosses boîtes, c'est une subvention pour les copains afin qu'ils embauchent les enfants des copains. Alors, je n'irai pas jusque-là. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. En revanche, le fait que des grosses entreprises françaises, finalement, peuvent recruter des jeunes et les former, en partie financés par l'État, alors que peut-être elles auraient les moyens elles-mêmes d'embaucher ces jeunes, y compris à l'étranger. Voilà, là, il y a une petite chose qui me gêne un petit peu. Je voudrais être sûre que les entreprises qui utilisent le système VIE sont vraiment des entreprises qui, sans ces VIE, auraient du mal à se développer à l'international. Comment faire la distinction? Je ne suis pas certaine que ce soit facile. Mais ça, c'est un point qui me semble important. Ensuite, autre chose sur les VIE, j'ai oublié de vous dire, dans le cadre du plan France Relance, le gouvernement français a mis en place un chèque relance qui permet notamment d'embaucher un VIE avec une aide extrêmement importante. Alors, de mémoire, je crois que c'est 8 000 € au moment du recrutement de ce VIE. 5 000. C'est 5 000. Ah, pardon. Oh là là, j'ai confondu le 5 avec le 8. C'est pas bien dans ce sens-là. Mais voilà, c'est une aide extrêmement importante pour dynamiser ce secteur et encourager, ne pas bloquer que notre système de l'export ne patine pas sur place et pâtisse de la situation Covid. Je voulais signaler ça parce que ça, c'est aussi dans le plan de relance que nous mettons en œuvre. Nous n'oublions pas la dimension export du plan de relance de la France. Oui, c'est effectivement, bon, je connais quelques VIE ici et un certain nombre de petites entreprises. Alors, opposer les petites entreprises et les grosses, je pense que c'est juste une erreur. Il y a des petites entreprises qui commencent l'export grâce au système de VIE et c'est pour ça que ça avait été fait dès le départ. Et ça, il faut le signaler. Moi, j'accueille un VIE dans mes locaux, dans mes bureaux d'une entreprise qui n'aurait pas pu faire de l'export sans ce système-là, puisque c'est une jeune entreprise qui n'a pas énormément de moyens. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça, ce côté bénéfique de tout ça. Et le VIE en place se débrouille très bien. Et a priori, à la fin du VIE, cette jeune femme va être amenée à créer finalement une filiale ici. Donc là, on est tout à fait dans… C'est un exemple qui montre tout à fait l'intérêt de ce système.
Et en complément, donc sur les VIE, si on a des jeunes là, qui sont sur le webinaire et qui nous regardent, donc les VIE, si on veut trouver des postes de VIE, c'est sur le site de Business France qui gère ces postes, qui les déploie à l'étranger en lien souvent avec les chambres de commerce sur place, qui savent repérer les entreprises qui pourraient bénéficier d'un VIE. Quand on part en VIE, une fois qu'on est recruté, il y a vraiment une journée de formation en France pour leur expliquer comment va se passer ce VIE. Moi, j'ai moi-même eu l'occasion de prendre la parole dans une de ces journées de formation de lancement, et dans les locaux de Business France, j'ai dû m'exprimer devant au moins une centaine de jeunes qui partaient, et c'est assez fascinant. Et ils partent souvent, enfin, la plupart d'entre eux vont partir dans un pays qu'ils ne connaissent absolument pas. C'est complètement fascinant. Et tous disent après, je crois qu'on a un témoignage là dans le chat de quelqu'un, Noé, je crois, Noé ou Noémie, qui dit, voilà, moi, ça a été pour moi une opportunité remarquable, et je n'étais pas du tout, d'ailleurs, précise Noémie, enfant de copain ou copain de copain ou je ne sais pas quoi. Et là, je peux témoigner que j'ai vu la plupart des jeunes que j'ai vus à Singapour arriver en VIE, ce n'était pas du tout des enfants de copains. Ils pouvaient être parfois dans des grandes entreprises dont je me suis toujours posé la question de savoir si c'était vraiment utile pour elles d'avoir un jeune. C'est toujours utile de former un jeune, mais est-ce que financièrement, c'était vraiment nécessaire que l'État prenne à sa charge les charges sociales de ce jeune? Bon, ça, c'est une question annexe, mais en tout cas, ces jeunes étaient venus par eux-mêmes. Il y a un site, c'est ouvert, et il n'y a pas de passe-droit ou je ne sais pas quoi sur ces trucs-là. Ça, je veux le confirmer. Puis, franchement, je connais bien le dirigeant actuel de Business France, Monsieur Le Courtier. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui a ce type de valeur. Alors, vraiment pas, si on peut appeler ça une valeur d'ailleurs. Voilà, donc les VIE, vraiment un profil et un projet extrêmement intéressant. VIA, je vais vous donner un exemple de VIA. J'en ai rencontré une en Corée. Oh, épatante. Une jeune femme qui avait sorti d'études, qui a fait des études en communication, essentiellement en France. Elle ne parlait pas le coréen, mais les Coréens sont super bien organisés. Et quand on arrive en Corée, ils savent vous proposer des cours de coréen, et en 6 mois, vous parlez le coréen. Ils sont épatants, ces Coréens, un modèle d'accueil des étrangers chez eux, surtout des jeunes. Et donc, elle est arrivée dans notre ambassade de France à Séoul. Et en fait, elle a récupéré le département communication. Et elle n'était pas du tout chargée de faire des revues de presse, des choses comme ça. L'ambassadeur qu'on avait à ce moment-là, qui était quelqu'un de très innovant, avait repéré que le mode de communication des Coréens qui était le plus populaire à ce moment-là, c'était des sortes de petites vidéos qui ont un nom qui m'échappe en ce moment, des petits cartoons, j'ai oublié le nom, qui sont très spécifiques à la Corée. Et bien, cette jeune VIA s'est lancée là-dedans à rechercher comment monter ça, comment les utiliser, et elle a créé de toutes pièces la communication de l'ambassade de France à travers cet outil très utilisé par les Coréens. Et elle a fait ça pendant presque 2 ans. J'étais absolument épatée comment cette jeune a réussi à récupérer un objet culturel local, se le réapproprier et le réintégrer dans la culture française pour communiquer sur notre image et notre marque. Chapeau. Ça, cette VIA-là, j'espère qu'en rentrant en France, elle aura été reconnue pour le talent, l'expérience acquis à Séoul. Quelque chose de remarquable. Alors, une chose qui est sûre, c'est que… Merci. Vas-y, tu veux prendre la parole? Vas-y, Patricia. Ok. Donc, j'allais dire, en fait, c'est vraiment très intéressant au niveau des VIE. J'ai aussi une autre question. C'est en fait un des grands problèmes que nous avons, c'est de faire remonter, tu l'as évoqué tout à l'heure, Anne, c'est de faire remonter à Paris justement les bonnes pratiques qui sont utilisées dans les autres pays. Et justement, les entrepreneurs français se frottent à ce genre de choses tous les jours. Et ils sont les premiers acteurs à pouvoir faire remonter ces informations et dire, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, en Irlande, on fait ce genre de choses, à Londres, on fait ça, à Singapour, on fait ça pour les entrepreneurs, et comment faire justement pour que le système marche mieux en France. Hugues, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous faites à Rome, justement, qui est différent de ce qui se passe en France? Alors moi, je suis à Milan. Ah ouais, pardon, Milan. Milan, Rome, c'est l'Italie. En fait, en Italie, en Italie et en France, moi, j'ai eu une entreprise italienne que j'ai malheureusement dû fermer. Alors ça, c'est la vie d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend par définition. Donc parfois, on essaye. Moi, j'ai essayé un truc qui n'a pas marché. Donc au bout d'un moment, constat d'échec,
J'avais pas de salariés à ce moment-là, dans cette activité-là. Donc, on ferme la boîte et puis on prend sa perte et voilà. Donc, on a ici. Donc, j'ai eu une entreprise italienne et je peux vous dire que la différence avec la France n'est pas énorme. La difficulté de l'Italie, c'est que il y a eu un certain nombre d'habitudes de non-respect de la loi ici. Donc, en contrepartie, il y a encore plus de paperasse qu'en France. Donc, ça, c'est le défaut. En revanche, au niveau des coûts de création de l'entreprise, au niveau des impôts sur les sociétés, c'est similaire à la France. Donc, ça, c'est pas mal parce qu'en termes de concurrence entre les entreprises italiennes et françaises, on est à peu près logé à la même enseigne. Il y a juste un peu plus de paperasse en Italie. Voilà, c'est la différence entre les deux pays. L'Italie était très en retard sur l'utilisation d'Internet et des outils numériques. Ils ont mis le paquet et là, c'est vraiment bien. Il y avait ici la figure incontournable du notaire devant lequel on devait faire tous les actes officiels, etc. Et ça avait un coût. Aujourd'hui, c'est remplacé par des procédures par Internet. Donc, ça a bougé et c'est pas mal. Mais bon, si je prends le système italien et le système français, je préfère quand même le système français pour les bonnes pratiques. Mais le système italien, c'est bien amélioré. Alors, merci beaucoup. Je crois que nous avons avec nous Noémie qui a pris la parole dans le chat et qui a une expérience de VIE. Alors, Noémie, si vous êtes parmi nous, est-ce qu'on peut vous donner la parole en direct pour que vous puissiez partager votre expérience VIE et peut-être les recommandations que vous voudriez faire? Et juste avant de vous donner la parole, je voudrais souligner, puisque Patricia, tu signalais comment les conseillers français de l'étranger peuvent remonter les bonnes pratiques ou les idées ou les suggestions observées à l'étranger. Je crois que c'est justement à travers l'outil dont a parlé notre délégué général Stanislas Guérini, qui sera mis à la disposition de nos conseillers élus, de vous tous qui serez élus dans 15 jours, ce hub numérique, cet outil digital, qui aurait d'ailleurs éventuellement vocation à se transformer en application mobile, qui sera un outil pour vous, conseillers des Français à l'étranger, pour communiquer et avec vos administrés et entre vous. Là, on a un outil qui pourrait être extrêmement intéressant pour remonter des initiatives. Noémie, est-ce que vous êtes là? Ah, génial. Voilà Noémie. Noémie, c'est à vous la parole. On n'a pas de son pour le moment. Il faut peut-être monter le son. Est-ce que c'est mieux? Oui. Alors, c'est mieux sur les écouteurs, en fait. Noémie Alchoul, je suis tête de liste pour la Suède et je voulais juste partager, je me permettais de poser quelques commentaires dans le chat sur le fait qu'on n'a pas forcément des contacts au moment de postuler pour des premiers emplois, surtout à la sortie d'école. Et c'est vrai que pour ma part, ça a été une aubaine en fait d'avoir pu partir en VIE en 2006, après un an de stage dans une entreprise française, où je faisais mon stage de fin d'études. Et à l'époque, je pense que les VIE pouvaient aller de 6 mois à 2 ans. Je pense que c'est toujours le cas, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Et donc, j'avais signé pour un an. Et puis, après un an, je suis passée directement en contrat local. Donc, une vraie opportunité pour moi et je ne connaissais personne dans l'entreprise, donc je réagissais sur le fait que ça touchait seulement, enfin très souvent c'était utilisé dans les grosses entreprises. Quand je suis arrivée en Suède, on était un certain nombre de Français avec qui on est toujours en contact aujourd'hui pour ceux qui sont restés. Il y avait vraiment des profils très différents, des gens dans des entreprises plus petites, certains dans des gros groupes, mais c'était assez hétérogène en fait, donc c'était également une communauté pour nous. Je reviens sur ce que disait Anne tout à l'heure par rapport à la journée où on se rencontre avant de partir. Il y a quelque chose d'assez spécial. Je me souviens que pour ma part, c'était le départ du 10 millième VIE. Donc, on avait eu la chance même d'être accueillis à l'époque à Matignon, juste parce que c'était la remise de ce 10 millième départ en VIE. Je ne sais pas à combien de VIE on est aujourd'hui, mais en tout cas, ça nous avait soudés d'arriver en territoire inconnu en s'étant rencontrés déjà avant. Donc voilà, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer.
Alors oui, un point particulier aussi, c'est que les VIE ne sont pas résidents dans le pays, donc ils ne sont pas électeurs, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'en occuper, bien au contraire, parce que c'est une communauté dynamique, ce sont des Français, ce sont des gens qui malheureusement parfois rencontrent des problèmes, parce que le VIE peut s'interrompre, il peut y avoir des difficultés. Donc ce groupe c'est des jeunes en général assez dynamiques puisqu'ils ont quitté la France pour vivre une expérience à l'étranger. C'est une communauté, effectivement, comme le dit Noémie, qui est souvent assez soudée, hein, parce que vous regroupez ensemble, etc. Et voilà, donc les conseillers des Français de l'étranger, les futurs conseillers des Français de l'étranger, ne négligez pas les VIE, parlez-leur, ils ont plein d'énergie, ils ont plein d'idées, et c'est pas parce qu'ils ne sont pas électeurs qu'on ne va pas s'occuper d'eux. Le mandat, c'est de s'occuper de tous les Français et de venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Si je peux ajouter, les VIE à Singapour, c'était une source formidable de trucs et astuces parce que les VIE, évidemment, une fois que vous êtes en Asie, en venant de France, vous avez fait vos 12 000 kilomètres, vous avez envie d'aller voir un petit peu du pays autour. Et donc, les VIE, par leur côté jeunes, dynamiques, audacieux, beaucoup d'entre eux avaient des capacités à trouver des plans voyage et des plans week-end absolument exceptionnels. À eux tout seuls, ils forment un formidable réseau du guide du routard. Donc, je tiens à souligner cet aspect peut-être moins connu des VIE, mais qui est tout à fait réel. Voilà, je crois qu'on arrive presque au terme, Hugues, non? Et Patricia, à moins que vous ayez d'autres questions. Rajouter quelques points sur... enfin, Hugues a parlé un petit peu de ce qui se passait en Italie. Moi, je voulais juste parler un petit peu de ce qui se passait au Royaume-Uni au niveau des entrepreneurs. Justement, on parlait des bonnes pratiques tout à l'heure et de remonter les bonnes pratiques. Alors, il est vrai qu'au Royaume-Uni, c'est très simple de créer son entreprise. Ça prend littéralement 2 jours, même pas. Ça coûte rien du tout, quelques centaines d'euros. Et tout se fait en ligne. Donc, pas besoin d'avoir un notaire pour s'occuper de faire ce genre de choses. Il suffit simplement de vérifier que le nom de la société n'a pas déjà été pris et ensuite de l'incorporer. Donc, c'est vraiment très, très facile. Pareil pour s'enregistrer pour la TVA ou pour ensuite pouvoir employer du personnel. Les contrats sont simples. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent des problèmes liés aux petites entreprises, c'est-à-dire de recruter. On parle des VIE, mais aussi de recruter des personnes sur place ou d'autres qui vont venir travailler pour vous. Et le grand souci en général pour les entrepreneurs, c'est de pouvoir recruter, mais si les choses ne vont pas très bien, de pouvoir aussi licencier assez facilement. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, c'est assez simple. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on veut entendre, mais ça permet aux entrepreneurs de pouvoir se lancer et de pouvoir recruter, de faire grandir assez rapidement leurs entreprises et justement de réduire les effectifs quand ils ont besoin de le faire et à un coût tout à fait raisonnable. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que je voulais rajouter. Alors, c'est peut-être pas une bonne pratique qu'on voudrait avoir en France, mais c'est toutefois intéressant. Et puis autre chose, pardon, je voudrais juste rajouter un point aussi, c'est la fiche de paye. La fiche de paye qui est quand même extrêmement facile à compléter en Angleterre par rapport à la France, où là, il faut quasiment avoir fait un master en fiche de paye pour pouvoir la remplir. Mais alors qu'ici, c'est quelques lignes. Et là, franchement, il faut voir comment pouvoir simplifier cette fiche de paye. Voilà. Dans le chat, il y a un point de Franck. Effectivement, on a parlé du fait que les entreprises non françaises pouvaient avoir des VIE. C'est cette fameuse plateforme EFE internationale. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Anne, est-ce qu'on donne la parole à Franck ou on n'a plus le temps? On a 2 minutes, Franck. Est-ce que tu veux dire un petit mot là-dessus? Oui, je crois que c'est tout nouveau. Ça vient d'être lancé. J'ai reçu cette information par la newsletter des CCEF le 7 mai. Il y a un accord qui vient d'être signé entre les chambres de commerce internationales et les conseillers du commerce extérieur pour mettre en place une plateforme qui s'appelle EFE International
et qui permettra aux EFE, donc aux entrepreneurs français de l'étranger, de faire du portage de VIE. Donc, je voyais que dans le chat, quelqu'un demandait comment les EFE allaient pouvoir bénéficier de VIE. Ben, c'est aujourd'hui possible grâce à cette nouvelle plateforme qui vient d'être lancée le 7 mai, donc il y a 10 jours. Ça correspond donc, à une demande. Je pense que si vous avez besoin… Pardon, vas-y Anne. Voilà, je disais, ça correspond en effet à une demande qui a émergé à l'occasion de cette crise sanitaire. De nombreux entrepreneurs français à l'étranger qui se posaient la question, qui nous sont souvent exprimés d'ailleurs. Ça a été vraiment mis en lumière de façon énorme pendant la crise Covid, mais en réalité, le sujet existait déjà auparavant. Et c'est là, il faut reconnaître qu'une situation de crise permet d'accélérer des projets, des prises de conscience derrière et la réalisation de projets. Et là, ça a vraiment été le cas parce que le sujet avait déjà été évoqué depuis plusieurs années, ça n'avançait absolument pas, ça patinait. Et là, la crise Covid est arrivée, le besoin d'aider rapidement des entrepreneurs français à l'étranger, et d'un seul coup, le projet a réussi à avancer et à sortir de terre. C'est une très bonne chose. Voilà, ben merci à tous, à toutes et à tous d'avoir participé. Et on a dans le mandat de conseiller français de l'étranger, il faudra bien sûr être attentif à cette situation des entrepreneurs et de l'emploi. Patricia. Merci à tous, merci Patricia, merci Hugues, merci Franck. Et je crois que ce qui m'a frappé dans nos échanges là, c'est le rôle que peut jouer le conseiller des Français à l'étranger, à la fois dans la manière de repérer sur place des pratiques différentes qui pourraient nous enrichir et de pouvoir les faire remonter, repérer également des entrepreneurs ou des entreprises françaises de droit local qui pourraient se développer et bénéficier d'un support au moins en termes de visibilité, repérer un marché ou un bassin d'emploi ou un bassin d'activité qui pourrait être pertinent pour nos entreprises, et puis avoir ce regard très attentif, très bienveillant sur nos VIE, sur nos VIA, qui sont des talents extrêmement intéressants. Je pense par exemple en fin de VIE ou de VIA, pouvoir peut-être les aider à rebondir dans une entreprise locale. Parfois, ils ont envie de rester, mais ils ne peuvent pas toujours trouver tout de suite. L'entreprise dans laquelle ils ont fait leur VIE ou VIA ne peut pas leur proposer une suite. Et c'est peut-être là, le conseiller des Français à l'étranger peut également avoir un rôle à jouer avec, je pense, la structure digitale que nous allons mettre à votre disposition. Vous pourrez avoir des outils très pertinents pour avancer. Merci à tous.